j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Je suis ravie de vous retrouver pour ce live FAQ Paye ta carrière numéro 4, je crois. J'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de plusieurs choses. J'ai prévu 5 questions. Donc, ça va être sympa. J'espère qu'en tout cas que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez une belle semaine. Et puis, c'est parti, on va commencer. Puis, comme d'habitude, il y aura le replay. Pour ceux qui ne se souviennent plus de ce que c'est ou ne savent pas ce que c'est le live FAQ Paye ta carrière, le principe, c'est que le vendredi, je vous ouvre une boîte à questions. Je vous laisse me poser les questions que vous souhaitez. Et ensuite, j'en sélectionne 3 ou plus pour vous y répondre en live. Donc, normalement, lundi soir. Non, dimanche soir. Mais là, j'ai pris un peu de retard parce que j'ai eu quelques imprévus. Donc, je me rattrape maintenant. Et aujourd'hui, on a 5 questions qu'on va prendre en charge. J'espère que vous allez tous et toutes très bien en tout cas. Ok, la première question, c'est une question d'une abonnée qui me dit « Mon entreprise est en redressement judiciaire, je suis en congé parental, est-ce que je peux être licenciée ?» Alors, effectivement, quand ton entreprise licencie, même si tu es en congé parental, que tu sois pendant le congé parental ou au retour d'un congé parental, on peut te licencier. En revanche, le motif du licenciement, ça peut pas être le motif parce que tu es en congé parental. En revanche, si effectivement, ils ont plus les moyens de prendre en charge un certain nombre de salariés qui doivent se séparer de salariés, donc de motifs complètement indépendants du motif que toi, tu es en congé parental, ils ont le droit de te licencier. Après, il y a des procédures, il y a, on va dire, des critères pour sélectionner les salariés qui sont prioritaires à partir ou pas. Et tout ça doit être mis en œuvre par rapport au poste qui est supprimé, mais c'est une possibilité qui existe. Voilà. Donc, cas numéro 2, ou question numéro 2, pardon, c'est alors une question intéressante et un cas qui arrive pas mal. J'ai donc démissionné, j'ai fait plein d'heures supplémentaires qui n'ont jamais été payées. Comment je fais pour les réclamer? Alors, c'est une question intéressante parce que je pense que la personne, je crois qu'elle m'avait mis qu'elle était en 39 heures, j'ai juste pas noté là. Mais ça arrive beaucoup qu'il y ait des salariés qui soient à 35 heures, 39 heures et qui vont faire plein d'heures sup en plus, qui sont indispensables pour faire en sorte que le travail se fasse, mais qui ne sont jamais payés par l'employeur. Et donc là, on est dans le cas où la personne est déjà partie. Faut savoir qu'en termes d'arriéré de salaire, si tu n'as pas signé ton reçu pour solde de tout compte, et c'est pour ça que je vous recommande de le pas signer d'ailleurs, donc dans un délai de 3 ans après ton départ, tu peux réclamer l'argent. Et ensuite, si par exemple tu es parti fin janvier, tu peux remonter à 3 ans avant pour des choses comme les heures supplémentaires et réclamer le paiement des heures supplémentaires 3 ans avant. Après, il faut savoir que donc quand tu demandes 3 années par exemple d'heures supplémentaires à payer par l'employeur, en général, il ne le fait pas de gaieté de cœur parce que s'il avait voulu te les payer, il te les aurait payés pendant que tu étais en poste. Donc, faut s'attendre souvent à partir sur du contentieux dans ces cas-là. Et si tu as l'intention, après ton départ, de demander et réclamer le paiement de toutes les heures supplémentaires qu'on aurait dû te payer pendant ton contrat, vaut mieux avoir prévu ton coup et avoir bien tracé tes heures supplémentaires. Tous les salariés qui ont des heures supplémentaires ou des possibilités d'heures supplémentaires, je préconise toujours, en plus du suivi des heures supplémentaires qu'il peut y avoir dans votre boîte, de suivre vos heures jour par jour. Soit avoir un fichier Excel, soit avoir un petit fichier dans le Drive sur votre téléphone, un petit calepin si vous êtes team papier crayon, où vous notez toutes les heures que vous faites tous les jours pour avoir justement des éléments de preuve qui montrent que vous les avez vraiment effectués ces heures supplémentaires, parce que vous pouvez pas non plus aussi vous présenter la bouche en cœur et dire bon moi j'ai fait des heures sup, elles n'ont jamais été payées. Va falloir un minimum prouver que ces heures supplémentaires elles existent. Après, la charge de la preuve, c'est pas que vous. Si ça devait aller jusqu'au Conseil des prud'hommes et en justice, eh bien, votre employeur, il doit aussi prouver. Donc, par exemple, on va dire, vous avez tenu un relevé de toutes les heures que vous avez fait. On constate qu'il y a 100 heures supplémentaires à payer. Si l'employeur ne veut pas les payer et que vous vous retrouvez au Conseil des prud'hommes, il devra, lui, de son côté, prouver que soit il vous a refusé expressément de faire ces heures supplémentaires et que vous avez quand même forcé, vous les avez faites quand même, soit que vous ne les avez pas faites et que lui, il suit bien un relevé d'heures avec une badgeuse et que c'est infalsifiable et que vous ne les avez absolument pas faites et que vous êtes en train d'affabuler, ou soit qu'il n'y avait pas du tout besoin de faire des heures supplémentaires, que la charge de travail ne le demandait pas. Bref, l'employeur aussi devra justifier en quoi ces heures supplémentaires n'avaient pas lieu d'être. Et donc, vous, en fait, il faut juste
amener suffisamment d'éléments pour étayer votre demande et pour dire oui, il y a un minimum de début, de commencement de preuve, comme quoi j'ai bien fait ces heures supplémentaires. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envoyé des mails après l'horaire normal qui est écrit sur votre contrat, les garder en preuve, prendre des photos peut-être, demander des témoignages d'autres collègues qui ont pu être là. Tout ça, c'est des éléments de preuve qui vont appuyer votre demande de paiement en heures supplémentaires. Et la toute première étape, c'est de faire une réclamation par courrier recommandé avec accusé de réception en mettant en demeure votre employeur de payer ces heures supplémentaires qu'il n'a pas payées et en lui présentant le relevé des heures que vous réclamez. Et éventuellement, et souvent quand vous êtes déjà parti, je pense que si vous n'avez pas obtenu le paiement des heures supplémentaires avant, il faut ensuite se rapprocher d'un avocat pour voir quelle est la procédure que vous pouvez mettre en œuvre, quelles preuves vous pouvez collecter pour avoir un dossier solide et ensuite se diriger vers une action au prud'homme. Voilà. Voilà pour la question numéro 2. Après, j'ai une question numéro 3 qui est bien sympathique. Il y a quelqu'un qui me demande, est-ce qu'un jour, on atteint un plafond de salaire ou c'est vers l'infini et au-delà? Je veux bien savoir ce que vous en pensez dans les, dans les commentaires. Mais j'ai fait une vidéo YouTube où je parle de ça un petit peu, qui est super intéressante. C'est 3 des caractéristiques des salariés qui, pour moi, ont les meilleurs salaires et comment ils font pour avoir des bons salaires. Et donc, c'est des caractéristiques de ces salariés. Et j'aborde un point qui se rapproche un petit peu de cette question. Donc, à savoir, est-ce qu'un jour, on atteint un plafond de salaire ou est-ce que ça continue à l'infini? C'est de dire qu'un seul employeur ne va jamais pouvoir t'augmenter tous les ans de 10%. Parce qu'en fait, le principe du salaire, quand il augmente, c'est le même principe que les intérêts composés que tu peux avoir quand tu fais des placements financiers. Et donc, la courbe de ça, c'est exponentiel. Donc, tu peux très bien commencer à 35K. Si pendant 40 ans, tu es augmenté de 10% tous les ans, tu finis à plus d'1 million et quelques d'euros par mois et c'est par an et c'est pas possible qu'un employeur te paye pour le même poste et pour le même job 40K au début de carrière et 1 million et quelques en fin de carrière. Donc si tu restes exactement sur le même poste, donc par exemple moi je commence en tant que gestionnaire de paye junior, j'arrive à un certain salaire, j'ai juste à regarder des études de rémunération, à regarder combien sont payées des personnes qui sont proches de la retraite et qui ont fait toute leur carrière en paye pour voir quelle est l'évolution et la courbe de salaire qu'il y a sur mon poste. En revanche, on n'est pas du tout obligé de suivre ce schéma de carrière-là et on peut changer de poste. Donc si par exemple tu commences en tant que laveur de voiture chez Carglass et que tu termines, pourquoi j'ai dit Carglass, je sais pas, si tu commences en tant que laveur de voiture et que tu termines PDG de Total, tu comprends bien que là, ton salaire, il va bien exploser. Donc, moi, je crois vraiment beaucoup à la formation en continu, au fait de pivoter, de switcher de carrière, de switcher de plein de choses. Donc, c'est à vous, en fait, d'être créatif et de réinventer votre carrière. Tu peux commencer en tant que salarié, repasser freelance, créer une boîte. Enfin, tu as plein de façons de faire en sorte que la rémunération que tu touches, elle évolue. Et c'est pas forcément, je suis rentrée à ce poste-là, je gravis tous les échelons et j'arrive à tel poste. Là, très clairement, si tu fais ça dans une boîte, ton salaire ne va pas du tout faire la fusée. Il va plutôt prendre une petite pente avec un tout petit dénivelé et va monter tranquillement petit à petit. Mais ça peut être aussi un choix et c'est totalement raisonnable. Donc, ça dépend jusqu'où tu veux que ta fusée décolle. Et après, il faut créer le plan de carrière qui te permet d'atteindre ces chiffres-là. Donc, si tu es sur un poste ou un secteur d'activité qui ne paye pas et que tu as comme aspiration de toucher 5 chiffres par mois, faut peut-être mettre un autre plan en place parce que ça se fera pas tout seul et t'auras beau être un super bon négociateur. Salut Samia, t'auras beau être un super négociateur, et tu vas pas parvenir à convaincre qui que ce soit de te augmenter ou de faire en sorte que ton salaire explose tout au long de ta carrière. Voilà. Ensuite, j'ai une autre question qui est intéressante. C'est j'ai un collègue qui en fait trop, heures sup à gogo, beaucoup de responsabilités, etc. Nous autres, à côté de lui, paraissons à la ramasse. Que faire pour valoriser mon travail? Alors, c'est une question super intéressante parce que on entend beaucoup de choses sur ces choses-là. Et moi, je me rappelle d'une anecdote où, quand j'étais jeune salariée, j'étais allée bosser dans une boîte dont je ne citerai pas le nom. Et fallait faire des espèces de fusions. Bref, c'était un travail très nul et très chiant. Et en fait, tout le monde dans l'équipe, en fait, on avait des objectifs et ils avaient mis les objectifs tout en bas. Genre, un chiffre ridiculement bas.
Et le premier jour, moi j'arrive et du coup, bon, au début, le temps d'apprendre le métier, t'y arrives pas trop. Et puis au bout de 2-3 jours, t'as compris comment ça marche. Et là, j'explose les objectifs. Et je me fais prendre entre 4 yeux par plusieurs collègues qui me disent, écoute, les objectifs, ils sont là. C'est pour une raison. Tout le monde sait qu'ils sont tout pourris, ces objectifs, mais on se donne pas à fond, donc t'as pas intérêt à faire en sorte qu'à cause de toi, on augmente nos objectifs. Personnellement, j'ai pas fait long feu dans cette boîte, je suis vite partie parce que moi, ça ne m'intéresse pas de me donner à moitié et de faire juste le minimum de ce qu'il faut pour que le boss soit content et machin chose. Mais en tout cas, voilà. Je ne dis pas du tout que l'abonné qui pose la question est comme ça et qu'elle elle donne le minimum, mais t'as le cas inverse où des gens où en fait on a l'impression que c'est des workaholics qui se donnent à fond. Salut Mimouna, ça va très bien et toi? Ils se donnent à fond sur le taf, ils ne comptent pas leurs heures. Et la première chose que je tiens à dire, c'est déjà faites la différence entre les gens qui s'activent, qui sont performants et qui bossent de ouf, et les gens qui s'agitent, parce qu'il y a toujours les gens qui sont débordés, qui ont l'air, enfin, on a la même charge de travail, mais eux, on dirait qu'ils en ont 10 fois plus que vous, et ils font beaucoup de boucans, mais ils font pas grand-chose. Et moi, je trouve que ça peut beaucoup desservir, d'ailleurs, d'avoir cette étiquette de gars trop débordé, parce qu'à un moment donné, si t'as la même charge de travail que tout le monde, mais que tu fais 3 fois plus d'heures que les autres, c'est juste que tu sais pas t'organiser, tu sais pas gérer ton temps et t'es pas performant et t'es pas efficient. Tu es efficace peut-être, mais t'es pas efficient. Et donc tout ça, bah c'est à mettre en avant. Donc arriver déjà à faire la distinction si c'est un collègue qui fait vraiment beaucoup plus de résultats que vous, ou si c'est un collègue qui a l'air d'avoir l'air beaucoup plus occupé que vous. Et ça, faut pas trop avoir d'inquiétude. Le deuxième point, donc si c'est quelqu'un qui en fait prend plus de choses et a plus de résultats et aussi plus de responsabilités, et là c'est un point important, c'est qu'aussi quand on choisit ses missions, s'il y a cette possibilité-là dans votre équipe, etc., faut être stratégique. C'est-à-dire qu'en tant que salarié, il y a certaines missions, il faut comprendre la psychologie de ton boss, la psychologie de ton manager, qu'est-ce qui a de la valeur dans ton entreprise, qu'est-ce qui génère le plus de résultats. Parce qu'en fait, certes, tu vas pouvoir remplir tes 35 heures ou tes 39 heures de boulot, mais ce qui va avoir le plus de valeur aux yeux de ton employeur, bah, vaut mieux que ce soit toi qui les produis plutôt que ce soit ton collègue. Et du coup, il y a quand même une espèce d'analyse, enfin une vue d'hélicoptère à prendre un peu de recul sur les analyses, sur les dossiers sur lesquels tu vas mettre et qui ont le plus d'intérêt dans ta boîte de te mettre dessus et essayer de te positionner dessus. Donc, tu n'auras pas besoin forcément de faire beaucoup plus d'heures, mais si tu es sur les dossiers qui sont les plus stratégiques, si on te demande par exemple une certaine expertise et que toi, tu es proactive à aller apprendre cette expertise avant les autres et du coup être un peu la personne référente sur ce sujet-là, bah, tu vas te démarquer en ayant une étiquette de « Ah ouais, elle est calée sur ce sujet » sans avoir fait forcément 36 000 heures, mais parce que, en fait, vu que les autres, ils sont mis sur d'autres sujets, bah, toi, tu as une espèce d'expertise ou quoi. Donc, il y a un peu ce côté stratégique à apprendre aussi. Et dernière chose, il faut vraiment revenir au factuel, c'est-à-dire que ton collègue, c'est bien, il fait ce qu'il veut, mais toi, par rapport à ton employeur, tu as des entretiens individuels, tu vas avoir des objectifs et tu vas mettre en place ces objectifs. Si toi, tu fais et tu performes par rapport à tes objectifs, bah, si tu as une négociation, bah, faut que tu arrives aussi à mettre en valeur cela, donc avec des faits. Vous, par exemple, vous m'aviez demandé de faire ça comme ça, regardez comment je l'ai mis en avant, regardez comment je l'ai bien exécuté, regardez les retours aussi que mes clients ils le font, parce que des fois, il y a des gens qui vont beaucoup travailler, mais comme ils ont beaucoup de travail, bah, ils vont être moins en qualité. Si par exemple, il y a une relation clientèle, bah, ils vont être moins aux petits soins, donc ils vont avoir de moins bons retours positifs. Alors que toi, peut-être que tu fais plus de la qualité. Donc, la façon dont tu travailles, il faut que tu arrives à le valoriser, à le montrer de manière intéressante pour l'employeur pour que lui, il considère ça comme une vraie plus-value. Et ça va aussi avec la psychologie de ton boss, parce qu'il y a des boss qui vont valoriser le fait d'abattre beaucoup de tâches très rapidement et d'autres qui vont valoriser le fait d'aller vraiment plus en profondeur sur des sujets, une approche plus qualitative. Et en fonction de la boîte et même en dehors de la boîte, parce que ton manager a une influence lui-même par rapport à sa psychologie et ce qui va trouver être du bon boulot, bah, ces critères-là, il faut que tu arrives à les mettre dans ton travail pour le valoriser. Donc, en tout cas, c'est moi ce que je pense. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous aussi vous avez des avis parce que c'est vraiment ouvert. Je ne suis pas une pro forcément de toutes les relations interprofessionnelles, mais en tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai toujours fait dans les entreprises où j'étais. Je me concentre sur moi, ma façon de bosser et je marche beaucoup au plaisir. Donc, je vais pas me faire des heures pour faire le plaisir de faire des heures. S'il y a une utilité et qu'il y a un besoin, bien sûr, je le ferai. S'il n'y a pas d'utilité, je déteste les gens qui sont là à faire le présentéisme, histoire de dire je bosse à fond. Voilà, c'est pas mon délire.
réduire. Après, chacun a ses stratégies et c'est peut-être une stratégie qui marche dans certains contextes. Voilà. Et la question numéro 5, c'est je suis en arrêt de travail et mon employeur ne m'a pas versé l'intégralité des indemnités journalières de la sécurité sociale et pourtant la CPAM les lui a versées. Il y a SNI Lalala qui dit tu as totalement raison, je te rejoins à 100%. Merci beaucoup. Ah oui, donc là, je repars sur mon arrêt de travail. Excusez-moi, je digresse. Oui, l'arrêt de travail, ça, c'est une anomalie paye qui arrive très souvent parce que justement, les salariés ne sont pas assez informés de leurs droits. En fait, quand tu es en arrêt de travail, il y a quelque chose qui s'appelle la subrogation. La subrogation, c'est quoi? C'est le principe pour ton employeur de dire, bah écoute, au lieu de arrêter de te payer pendant que tu es en arrêt de travail, soit arrêt maladie, maternité, etc., moi, ce que je vais faire, c'est que je vais payer ce que la convention collective me demande de payer. Par exemple, elle peut dire, tu maintiens son salaire à 100% pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et ainsi de suite. Je vais maintenir ton salaire. Et du coup, bah, les indemnités journalières que normalement la sécurité sociale t'aurait versées parce que t'es pas là, eh ben, c'est moi qui vais les récupérer en compensation. Le truc, c'est que l'employeur, s'il choisit de faire ça, eh bien, le maintien de salaire qu'il fait, c'est bien, mais ça ne peut pas faire en sorte que si la sécurité sociale, elle verse plus que le maintien de l'employeur, bah, lui, il garde la différence pour sa poche. Non, il est obligé de te reverser. Si finalement, bah, je sais pas, tu gagnais 2000 € net, et que tu as eu tes 2000 € net, mais qu'en réalité, la CPM a versé 2100 €, bah, les 100 € qu'il y a en différence, l'employeur, ok, il a maintenu ton salaire à 100% et pour toi, tu as touché la paye de d'habitude, mais les 100 € en plus, il est censé te les reverser. Parce que s'il n'avait pas fait cette subrogation, tu aurais été payé directement par la CPM et tu aurais reçu tes 2100 €. Le truc, et du coup, souvent, quand tu es en maladie, tu ne t'en rends pas forcément compte parce qu'en maladie, souvent, bah, la CPM, elle te verse genre peut-être 50% de ce que tu touches, voire moins, en fonction des cas. Donc, forcément, le maintien de l'employeur est souvent plus important que ce que la CPM t'aurait payé. Mais par contre, en maternité, ça arrive très souvent ce cas de figure parce que en maternité, en dessous d'un certain plafond, le calcul et la façon dont la CPM, elle calcule les indemnités journalières peut se révéler plus avantageux certains mois que ton salaire tel qu'il est perçu par ton employeur parce qu'ils font une moyenne des 3 derniers mois et ainsi de suite pour calculer ton indemnité journalière. Et donc, ça arrive souvent que les employeurs ne fassent... Après, c'est pas forcément une volonté, mais les gestionnaires de paye vont pas forcément faire attention que ils vont voir que tu as touché ton net habituel. Et en plus, comme la CPM, elle verse... par quinzaine, bah, ils vont pas avoir fait forcément les calculs et additionner pour voir si ça fait plus, si ça fait moins, et tu vas te retrouver lésé. Donc, bien regarder vos bulletins de salaire quand il y a de la maladie, de la maternité ou des événements comme ça. Et vous aussi, dans tous les cas, même si c'est l'employeur qui a perçu les indemnités journalières de sécurité sociale, vous allez sur votre compte Amélie, vous pouvez télécharger le relevé des indemnités journalières qui ont été versées à l'employeur. Et ils écrivent, on leur a fait un virement de temps, telle date. Donc, vous savez très bien s'ils ont reçu les IJ, s'ils les ont pas reçus. Et vous vérifiez, vous comparez par rapport à votre bulletin de salaire pour voir s'il y a un écart ou pas. Donc, voilà pour la 5e question. J'ai vu des petites questions, des petites remarques passer sur le chat. Je vais les prendre pour voir. Et voilà, une collègue qui prenait certes des responsabilités, mais qui grignotait sur les activités des collègues. Ça crée des tensions en interne et pour l'employeur, visibilité compliquée. Effectivement, c'est un point super intéressant. Merci Christelle pour ta remarque. Parce que justement, des fois, c'est des personnes qui prennent plus qu'elles ne sont censées faire ou justement, il y a aussi des gens qui font de la rétention d'informations parce qu'ils veulent garder leur petit pouvoir sur la notion ou l'information. C'est compliqué de bosser avec des personnes comme ça et il faut pas hésiter à marquer son territoire, hein, à dire écoute là c'est mon dossier donc tu vas faire ce que tu veux si tu veux rester tard mais tu touches pas à mes affaires. Donc vraiment pas hésiter en toute assertivité comme on dit, donc vraiment avec des formules très professionnelles sans être dans l'agressivité etc. C'est pour ça que moi j'adore l'écrit, donc vous faites un petit mail en disant tu as fait ça, tu n'es pas censé faire ça, etc. Même si t'as pas besoin de mettre le chef en copie ou quoi. Quand il y a une presse écrite, les gens se calment souvent beaucoup. Donc, n'hésitez pas à cadrer les choses pour pas vous faire marcher sur les pieds. Et après, si lui, il décide de faire le boulot de 2 temps plein au lieu de 1,
t'es pas obligé de suivre son rythme pour arriver à faire valoriser ton travail. Vraiment, je vous encourage vraiment à trouver plutôt les éléments de différenciation qui montreront que, ok, elle n'a pas besoin de se tuer à la tâche, mais elle est excellente, ou il n'a pas besoin de se tuer à la tâche, mais il est excellent, il produit du super bon résultat, il apporte de la valeur à mon entreprise. Clarisse qui dit, je suis d'accord aussi. Merci Clarisse. Voilà donc pour le live Paye ta carrière. N'hésitez pas à me dire, je vais laisser passer une minute pour vous laisser si vous êtes en train de rédiger une question ou quoi. Si vous avez des questions sur les 5 points qu'on a abordés. Pour rappel, on a parlé du redressement judiciaire et est-ce qu'on peut être licencié quand on est en congé parental, des heures supplémentaires qu'on nous a jamais payées et comment on fait pour les réclamer une fois qu'on est parti. Est-ce qu'un jour on atteint un plafond de salaire ou est-ce qu'on décolle pour toujours? Comment on fait quand on a un collègue qui surbosse et qu'à côté on passe pour des gens à la ramasse? Et enfin, en arrêt de travail quand l'employeur ne nous reverse pas la totalité des indemnités journalières, parlons français, que la CPM lui a versé. De toute façon, le replay reste là, donc vous allez pouvoir consulter si vous avez loupé une partie de ce live. Et donc voilà, je suis ravie d'avoir fait ce live encore, c'est super sympa. En tout cas, moi j'adore échanger avec vous. Passez une excellente soirée et puis on se dit à très vite. Et ceux qui sont pas inscrits, inscrivez-vous à la masterclass 8, c'est quoi le titre que j'ai choisi? 8 stratégies incontournables pour être payé à ta juste valeur. Je vais vous partager des vraies pépites. Si vous aimez bien les lives, je pense que la masterclass, vous allez l'adorer. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire, vous n'allez pas le regretter. Ciao, ciao!